« Vous aurez un fils, et ce fils sera roi. » C'est par ces mots qu'un devin aurait prédit à Louise de Savoie le royal destin de son fils. Le jeune François grandit au château d'Amboise, où il se passionne pour le tir à l'arc, les tournois de chevalerie et la chasse. Le 1er janvier 1515, le roi de France, Louis XII, meurt sans laisser de fils. François, en sa qualité de plus proche cousin, est alors sacré roi de France. La prédiction du devin s'accomplit et l'ambitieux jeune homme peut enfin mettre son incroyable énergie au service du royaume. À cette époque, 3 grandes puissances règnent sur l'Europe. Le royaume d'Angleterre est dirigé par Henri VIII, souverain colérique et imprévisible. L'empire des Habsbourg est quant à lui gouverné par l'empereur Charles Quint, un fin politicien qui rêve d'un empire chrétien qui unirait toute l'Europe. Le jeune François Ier, pour sa part, souhaite poursuivre les conquêtes italiennes commencées par les précédents rois de France. Son premier objectif est de conquérir le duché de Milan, au nord de l'Italie. Quelques mois seulement après son sacre, François Ier franchit les Alpes à la tête d'une armée de plus de 30 000 hommes. Face à lui se dressent les mercenaires suisses, de redoutables soldats réputés invincibles. Les Suisses mettent tout en œuvre pour défendre le duché de Milan. Mais le 14 septembre 1515, à Marignan, la bravoure des Français, alliée à leur puissante artillerie, permet d'écraser les Suisses. C'est un succès éclatant pour le jeune roi. Pour la première fois, l'utilisation des canons permet de faire la différence et d'assurer la victoire. Sur le champ de bataille, Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, félicite et adoube François. Si François Ier est un roi guerrier, c'est aussi un amoureux des arts et des lettres. Grand admirateur de l'artiste italien Léonard de Vinci, il invite ce dernier à Amboise. Les 2 hommes s'entendent à merveille, à tel point que François Ier appelle Léonard « mon père ». Le peintre, séduit par la cour de France, décide de finir sa vie sur les bords paisibles de la Loire. Lorsque l'artiste s'éteint, le 2 mai 1519, le roi de France est bouleversé. Il perd un grand artiste, mais aussi un ami fidèle. C'est grâce à cette relation privilégiée entre les 2 hommes que la France a aujourd'hui la chance de détenir le célèbre tableau de la Joconde. En France, depuis le début du XVe siècle, l'Église disposait d'une grande autonomie. Un système d'élection permettait aux prêtres d'élire les évêques. En 1516, François Ier décide de mettre un terme à ce privilège. Il souhaite pouvoir désigner lui-même les responsables de l'Église de France. Le Parlement de Paris trouve cette décision injuste et refuse de donner son accord. Le roi rentre alors dans une colère noire et oblige le Parlement à valider sa décision. En imposant ses volontés par la force, François Ier entend imposer son autorité à travers tout le royaume. Encerclé par ses 2 rivaux, Henri VIII et Charles Quint, François Ier tente à plusieurs reprises de nouer des alliances avec ses souverains. Ces rencontres sont l'occasion de fêtes fastueuses au cours desquelles le roi de France met tout en œuvre pour impressionner ses invités. En 1520, pour accueillir Henri VIII, François Ier fait dresser une immense tente de drap d'or, doublée de velours bleu. Malheureusement, ces tentatives s'avèrent coûteuses et souvent infructueuses. Le caractère bien trempé des 3 hommes les empêche de se mettre d'accord. Bien décidé à étendre son pouvoir en Italie et à concurrencer l'influence de son rival Charles Quint, François Ier se lance dans le siège de la ville de Pavie. Le 24 février 1525, le roi donne l'assaut et oblige les troupes de Charles Quint à battre en retraite. Intrépide et plein de fougue, François Ier se lance à la poursuite de ses ennemis. Mais le reste de l'armée française n'a pas le temps de suivre et le roi de France se retrouve encerclé. Contraint de se rendre, il est conduit à Madrid, où il est emprisonné. Pour obtenir sa libération, François Ier est obligé de céder la Bourgogne à Charles Quint. Christophe Colomb mit le pied en Amérique en 1492, et depuis cette date, les grands souverains européens multiplient les expéditions pour s'emparer des richesses de ce nouveau continent. En 1534, François Ier envoie Jacques Cartier en Amérique du Nord, avec pour objectif d'offrir de nouvelles terres au royaume de France. Le brave navigateur remonte le fleuve Saint-Laurent et rencontre des Indiens Micmacs avec lesquels il instaure de bonnes relations.
Ces terres deviennent la Nouvelle-France et donneront naissance bien des années plus tard au Canada et au Québec. Le navigateur effectuera 2 autres voyages et ramènera sur le vieux continent le chef indien Donnacona pour le présenter au roi. François Ier aimait se déplacer dans le royaume, suivi de toute sa cour, ses secrétaires, ses conseillers, ses musiciens, ses cuisiniers. Mais c'est bel et bien sur les bords de la Loire qu'il prenait le plus de plaisir à chasser et à se détendre. En 1519, le roi de France choisit Chambord pour faire construire l'un des plus beaux châteaux de la Renaissance. L'édifice se dresse majestueusement au cœur d'un immense domaine de chasse. 156 mètres de façade, 426 pièces, 77 escaliers, 282 cheminées et 800 chapiteaux sculptés font de cette œuvre architecturale unique l'un des joyaux d'Europe. Pendant près de 32 ans, François Ier règne avec autorité sur le royaume de France. Le père des arts et des sciences, comme aiment à le surnommer ses sujets, met en place de nombreuses ordonnances pour moderniser le royaume. Il impose le français comme langue officielle, crée l'état civil et limite les pouvoirs de l'Église. En 1547, à seulement 53 ans, il est gagné par la fièvre. Sentant ses forces l'abandonner, il donne ses dernières recommandations à son fils, futur Henri II. Ses successeurs auront fort à faire. Bientôt, les guerres de religion viendront troubler la quiétude du plus puissant royaume d'Europe.